Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une petite fille sans abri sauve un millionnaire, et sa vie change à jamais. Dans les rues poussiéreuses de Los Angeles, là où le béton étouffe les rêves et où les gratte-ciels projettent des ombres longues comme des souvenirs oubliés, vivait une petite fille prénommée Maya Johnson. Elle avait 11 ans, mais son regard portait déjà les marques d'un âge que seuls les abandonnés comprennent. Petite et fine, elle avait les cheveux bruns, souvent emmêlés, témoins de nuits sans oreiller et de jours sans peigne. Ses vêtements, une jupe usée jusqu'à la trame et un t-shirt trop grand pour elle, taché de poussière et de souvenirs, faisaient partie intégrante de son camouflage urbain. Elle se fondait dans le décor comme un fragment de l'asphalte, ignorée du monde qui l'entourait. Depuis la mort brutale de sa mère, Maya errait seule. Son père, elle ne l'avait jamais connu. Peut-être n'avait-il jamais voulu la connaître. Peut-être était-il juste un fantôme de passage dans la courte vie de sa mère. Les services sociaux avaient tenté, un temps, de la prendre en charge. Mais Maya s'était échappée, refusant d'être enfermée dans un système qui ne lui inspirait ni confiance ni chaleur. Elle préférait la rue, cruelle mais honnête. Le soir, elle fouillait les sacs poubelles à l'arrière des fast-foods du centre-ville, espérant trouver un reste de hamburger ou une frite oubliée. Elle connaissait les horaires des livraisons, les visages des employés qui, parfois, lui lançaient un pain encore tiède sans dire un mot. Elle dormait non loin d'un entrepôt désaffecté, sous un abri fait de carton, de bâches trouées et d'un vieux rideau qui faisait office de porte. Elle y gardait ses quelques trésors, un vieux livre sans couverture, un ours en peluche trouvé dans une benne, et une photo froissée de sa mère, le sourire éternel figé dans le papier jauni. Les passants ne la voyaient pas. Elle était invisible. Dans un monde obsédé par la vitesse, la productivité et l'apparence, Maya n'existait pas. Elle était une silhouette floue à l'angle des avenues bondées, un bruit de pas étouffé sous les klaxons, une respiration silencieuse entre deux bâtiments. Mais ce que le monde ignorait, c'est que Maya était extraordinaire. Elle avait cette capacité rare à comprendre ce qui se jouait autour d'elle, à lire les regards, à détecter les dangers, à flairer les intentions. Son esprit fonctionnait comme une carte vivante de la ville. Elle connaissait les raccourcis les plus discrets, les toits où dormir en sécurité, les murs qui écoutent et ceux qui parlent. Son instinct de survie n'était pas né de la peur, mais de l'intelligence. Elle savait quand parler et quand se taire. Quand courir et quand observer. Et surtout, elle n'avait pas perdu sa capacité à espérer. Chaque matin, en regardant le ciel au travers des câbles électriques, elle se disait : un jour, ce sera différent. Elle ne savait pas encore que ce jour approchait à grands pas. À quelques kilomètres seulement de l'univers rude et poussiéreux où survivait Maya, s'élevait une tour de verre et d'acier, froide et majestueuse. Perchée dans les hauteurs du centre-ville de Los Angeles, elle surplombait la ville comme un trône silencieux, inaccessible au commun des mortels. C'est dans le dernier étage de ce gratte-ciel que résidait Richard Ellington, 54 ans, PDG du conglomérat Ellington Dynamics, un empire financier tentaculaire présent dans la technologie, l'immobilier, l'énergie et même la défense privée. Richard était l'incarnation même du succès capitaliste, costume sur mesure, gestes millimétrés, langage chirurgical. Froid. Méthodique. Brillant. Il dirigeait ses affaires avec une précision clinique, et ses décisions faisaient trembler les marchés internationaux. Il parlait peu, écoutait beaucoup, et ne laissait jamais paraître ses émotions. Pour ses collaborateurs, il était un modèle. Pour ses concurrents, un prédateur. Mais derrière cette façade de puissance, Richard Ellington n'était qu'un homme seul. Sa femme, Elena, était morte d'un cancer 15 ans plus tôt. Sa disparition avait arraché ce qui restait d'humain en lui. Depuis, il avait fermé les portes de son cœur comme on scelle un coffre-fort. Il avait coupé les ponts avec son frère, ses cousins, ses amis d'université. Son monde se résumait à des écrans, des chiffres, des contrats, et un silence glacé. Son luxueux appartement, pourtant rempli d'œuvres d'art, résonnait comme une crypte. Les affaires étaient devenues son refuge, mais aussi sa prison dorée. Ce matin-là, il s'était levé à 5h30, comme chaque jour. Café noir, revue des indices boursiers, briefing rapide avec son chef de sécurité. Ce jour-là,
un déplacement spécial était prévu, une réunion confidentielle dans un centre de conférence ultra sécurisé, niché dans les collines désertiques à l'extérieur de la ville. Là-bas, il devait signer un accord stratégique avec une entreprise européenne de technologie de surveillance. L'accord était sensible. Discret. Peu de gens en connaissaient la véritable nature. Son chauffeur de confiance, Carlton, un homme discret à la moustache grisonnante, l'attendait devant l'hôtel particulier où il logeait parfois entre deux réunions. La Rolls-Royce Phantom noire, étincelante, ronronnait doucement à l'arrêt, accompagnée à l'arrière par un SUV blindé transportant deux agents de sécurité discrets mais entraînés. Richard descendit les marches de marbre, élégant comme à son habitude, ignorant les regards curieux des passants et des employés de l'hôtel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait faire basculer sa vie à jamais. À quelques mètres de là, cachée derrière un conteneur rouillé, Maya observait. Elle n'était pas là par hasard. Elle connaissait bien ce quartier riche. Elle y traînait souvent pour récupérer les restes des petits déjeuners laissés sur les terrasses des cafés de luxe. Mais ce jour-là, un détail capta son attention. Elle avait entendu deux hommes discuter à voix basse dans une ruelle voisine. Des hommes bien habillés, mais à l'allure trouble. Ils parlaient d'un accident imminent, sur la route du canyon. Et surtout, un mot qu'elle n'entendait jamais dans sa vie d'enfant des rues. Ellington. Intriguée, tendue, Maya se rapprocha prudemment, se faufilant comme une ombre. Elle observa la voiture noire qui attendait devant l'entrée privée de l'hôtel. Une intuition, un frisson dans l'échine, la poussa à agir. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Et quand la sécurité se détourna un instant pour répondre à une radio grésillante, Maya vit sa chance. Sans réfléchir, elle s'approcha du véhicule, se glissa par l'arrière, et rampa silencieusement dans le coffre à demi ouvert, se tassant entre deux compartiments. Elle retenait son souffle. Le moteur vrombit. La voiture s'ébranla. Maya ne savait pas où elle allait. Mais elle savait pourquoi, quelque chose allait arriver à cet homme, et elle devait en être témoin. La route serpentait à travers le canyon de Topanga, étroite et isolée, bordée de falaises ocres et de maigres broussailles. Le vent y soufflait fort, soulevant de la poussière, et seuls quelques rapaces tournaient lentement dans le ciel, comme s'ils pressentaient l'orage à venir. La Rolls-Royce noire, majestueuse et silencieuse, avançait entre les roches. Derrière elle, le véhicule de sécurité suivait à bonne distance. À l'intérieur, Richard Ellington feuilletait les documents de l'accord à venir, concentré, tandis que Carlton, son fidèle chauffeur, conduisait avec prudence. Tout semblait calme, jusqu'au moment où l'enfer se déchaîna. Une explosion déchira l'air. Un souffle assourdissant fit voler le SUV blindé en morceaux. Un nuage de feu et de métal carbonisé se propagea sur plusieurs mètres, dévastant la chaussée. La Rolls-Royce fut projetée sur le bas-côté. Carlton perdit le contrôle. Les pneus crissèrent, l'arrière du véhicule heurta un rocher, et la carrosserie se tordit sous l'impact. « Mon Dieu !» hurla Richard, plaqué contre son siège. Carlton, blessé au front par un éclat de verre, tentait encore de sortir du véhicule, mais le choc l'avait sonné. Richard, les mains tremblantes, poussa la portière et sortit dans un mouvement désordonné. Il chancela sur l'asphalte brûlant. À peine avait-il fait quelques pas qu'un sifflement sec lui frôla l'oreille, une balle. Une seconde plus tard, une autre balle l'effleura à la jambe. Il s'écroula au sol, la douleur fulgurante l'empêchant de respirer. C'est alors qu'il les vit. 3 hommes, armés de fusils d'assaut, s'approchaient en formation, méthodique, déterminée. Habillés de noir, visage partiellement masqué, ils ne laissaient aucune place au doute, ce n'était pas un simple vol, c'était une exécution planifiée. Et derrière cette attaque, un nom flottait dans l'esprit de Richard comme un poison revenu à la surface, Victor Kessler. Victor avait été son associé il y a plus de 10 ans, avant que Richard ne le fasse exclure de leur entreprise pour fraude et manipulation. Humilié, ruiné, Kessler avait disparu dans l'ombre. Mais il n'avait pas oublié. Il avait patienté. Préparé. Et maintenant, il voulait reprendre ce qu'il pensait lui appartenir, au prix du sang. Richard, au sol, tenta de ramper. Il entendait leurs pas approcher, l'écho sinistre de leurs bottes sur le bitume.
Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait s'arrêter. Et puis, contre toute logique, contre toute attente, une petite silhouette jaillit de la voiture. Maya. Elle bondit hors du coffre, sans réfléchir, comme poussée par une force invisible. Elle courut vers Richard, les bras éraflés, le visage couvert de poussière, les genoux en sang. Les coups de feu retentissaient autour d'elle, mais elle ne ralentit pas. Elle se jeta sur lui, agrippa son bras, et d'une voix rauque mais déterminée, murmura. « Venez. Il faut qu'on se cache. » Richard, abasourdi, ne comprenait pas ce qu'il voyait. Cet enfant, ce visage inconnu, brûlé par le soleil et la rue, elle n'était pas censée être là. Et pourtant, c'est elle qui le tirait vers la vie. Maya l'aida à se relever, soutenant de toutes ses forces le poids de cet homme 2 fois plus grand qu'elle. Elle l'entraîna derrière une paroi rocheuse, un repli naturel creusé dans la falaise, à peine visible depuis la route. Les balles sifflaient dans l'air, ricochaient sur les pierres. Maya se plaqua contre Richard, le couvrit de son petit corps, et fouilla dans son sac de fortune une bande de tissu usé, qu'elle appliqua d'instinct sur sa jambe blessée. Ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais fait ça. Mais elle avait vu des vidéos, observé des ambulanciers de loin. Elle savait qu'il ne fallait pas laisser le sang couler. Elle appuya fort, et malgré la douleur, Richard ne dit rien. Il la regardait. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, il posait ses yeux sur un être humain sans masque, sans contrat, sans intérêt. Et ce qu'il vit, ce n'était pas une enfant des rues. C'était une héroïne. « Bougez pas », murmura-t-elle en sanglotant à moitié, concentrée, les yeux brillants de peur et de courage mêlés. « Je vais vous protéger. » Richard, le grand Richard Ellington, l'homme de pouvoir, le milliardaire impassible, sentit une larme chaude couler sur sa joue. Pas à cause de la douleur. Pas à cause de la peur. Mais parce qu'à cet instant, il comprit qu'il n'était plus seul. Le souffle court, les jambes tremblantes, Maya attrapa le bras de Richard Ellington et l'aida à se relever malgré sa blessure. Elle était frêle, ses genoux saignaient, mais dans ses gestes, il n'y avait ni hésitation ni peur. Sa seule pensée, le mettre en sécurité. Autour d'eux, l'écho des tirs résonnait encore contre les parois rocheuses du canyon de Topanga. Le soleil cognait, haut dans le ciel, rendant l'air presque irrespirable. Chaque minute comptait. Les hommes armés rôdaient toujours, cherchant leur proie comme des chiens reniflant une piste. Par ici, souffla Maya, en tirant doucement Richard par la manche. Elle l'entraîna hors de la route principale, vers une faille à peine visible dans la paroi. Là, un sentier étroit et escarpé, invisible pour un œil non averti, serpentait entre les buissons secs et les pierres. Ce chemin, Maya le connaissait bien. Elle y avait dormi, seule, des années plus tôt, fuyant les agents des services sociaux, les bandes de rue, et même la pluie. C'était son territoire, son labyrinthe. Et aujourd'hui, ce serait leur salut. Ils progressèrent lentement. Richard boitait sévèrement, son pantalon déchiré laissant apparaître une plaie sanglante. À chaque pas, il grimaçait, mais ne disait rien. Maya, elle, avançait la mâchoire serrée, tenant bon. Elle portait désormais le poids du milliardaire sur son épaule, comme une enfant porte un frère blessé. Un bruit strident fendit soudain l'air. Boum! Une pierre explosa à quelques mètres d'eux, projetée en éclats par une balle perdue. L'un des morceaux atteignit Maya au bras. Elle tomba à genoux sous le choc, un filet de sang coulant le long de son avant-bras. Elle étouffa un cri, mais se releva aussitôt. Sans un mot, sans une larme. Elle serra les dents, déchira un morceau de sa propre jupe et l'enroula autour de la plaie. On doit continuer. Richard, stupéfait, voulait protester, lui dire de se reposer. Mais il n'en eut pas le temps. Maya avait déjà repris la route. Après une marche exténuante de 20 minutes, ils atteignirent un vieil abri, caché derrière des buissons morts et des pierres. C'était un ancien poste d'observation des incendies, abandonné depuis longtemps, avec un toit de tôle rouillé et une porte tordue à moitié arrachée. Maya força l'entrée, puis aida Richard à s'allonger sur un tas de vieux sacs de sable. À l'intérieur, l'air était étouffant, mais au moins, ils étaient hors de vue. Maya fouilla les coins de l'abri, éclairés par les raies de lumière perçant les planches disjointes.
Elle retourna des caisses poussiéreuses, des toiles d'araignée pleines d'outils rouillés. Et là, dans un tiroir métallique, elle trouva ce qu'elle cherchait, un vieux téléphone de secours, à moitié démantelé, probablement oublié là depuis des années. Il n'avait plus d'écran. Juste un circuit imprimé, des fils dénudés, une batterie presque morte. Mais Maya n'était pas une enfant ordinaire. Elle avait vu des mécaniciens bricoler avec des câbles, avait passé des heures à regarder des tutoriels dans les vitrines des magasins d'électronique, et elle avait appris à ses dépens à improviser. Ses doigts tremblaient, couverts de sang et de poussière, mais elle démonta le boîtier, réajusta les connexions, souffla sur la carte mère pour dégager la saleté. Elle mordit dans un câble pour le réajuster, puis connecta la batterie à une petite dynamo manuelle trouvée dans une boîte de secours. « Tiens bon. Tiens bon, allez », murmurait-elle à la machine, comme si elle lui parlait. Et soudain, un bip faible mais distinct s'éleva du boîtier. Le signal était faible, presque inexistant, mais suffisant pour envoyer un message de détresse court. Elle tapota rapidement. Attaque. Canyon Topanga. Homme blessé. Besoin secours. Envoyer aide. Elle parvint à envoyer le message via une fréquence d'urgence encore active, utilisée autrefois par les pompiers. Une seule chance. Une seule tentative. Elle pria pour que ça suffise. Puis elle s'effondra près de Richard, le souffle coupé, les muscles épuisés, le bras en feu. « J'ai envoyé un message », murmura-t-elle, presque dans un murmure. « Ils vont venir. » Richard, le regard noyé d'émotion, la regarda longuement. Cet enfant, inconnu quelques heures plus tôt, venait non seulement de lui sauver la vie, mais de lui apprendre la valeur du courage brut, de la détermination pure, de l'humanité sans condition. Et dans ce silence tendu, au milieu de ce vieux refuge oublié du monde, quelque chose de sacré venait de naître. Le jour déclinait lentement sur les collines désertiques de Topanga, baignant la poussière de l'or rouge du crépuscule. Le silence, après le chaos, semblait presque irréel. Dans le vieil abri, Maya était étendue sur le sol, adossée contre la paroi. Elle avait fini par perdre connaissance, vidée de ses forces, le bras toujours enroulé dans un PAN de tissu taché de sang. Richard, allongé non loin, fixait la lumière filtrant à travers les planches fendues du mur. Chaque respiration lui rappelait la douleur dans sa jambe, mais c'est l'inquiétude pour Maya qui le rongeait le plus. Il tentait de rester éveillé, de garder l'esprit lucide, mais l'épuisement gagnait. Il ne savait pas si son appel avait été entendu. Il ne savait pas s'ils allaient survivre à la nuit. Et puis, enfin, un bruit. Lointain. Progressif. Des pales d'hélicoptères. D'abord un bourdonnement, puis un grondement net. Ensuite, des voix. Des cris coordonnés. Des bottes sur les pierres. Des chiens qui aboient. Les secours arrivaient. Un faisceau de lumière jaillit depuis l'extérieur de l'abri, inondant l'intérieur d'une clarté soudaine. Des hommes en tenue tactique entrèrent, armes en joue, mais abaissèrent rapidement leur posture en découvrant la scène, un homme grièvement blessé, et une enfant inconsciente, serrant dans sa main un câble électrique dénudé. Ici unité Alpha, 2 survivants localisés. Le PDG Richard Ellington est vivant. On a une enfant blessée. On évacue immédiatement. Des ambulanciers prirent le relais. Richard fut rapidement transporté sur une civière. Mais alors qu'on s'éloignait de l'abri, il tourna la tête vers Maya et dit, d'une voix faible mais déterminée. « Elle monte avec moi. Ne la laissez pas ici. Elle m'a sauvé la vie. » Les secours comprirent. Quelques minutes plus tard, 2 hélicoptères s'élevaient dans le ciel du canyon, emportant les 2 rescapés vers l'hôpital Cedars-Sinai, l'un des plus réputés de Los Angeles. À l'hôpital, tout fut mis en œuvre pour stabiliser leurs états. Richard fut opéré pour sa blessure à la jambe et placé en observation. Maya, elle, reçut des soins d'urgence, désinfection, transfusion, et un long sommeil provoqué pour soulager son corps meurtri. Mais lorsque Richard se réveilla dans sa chambre luxueuse, le lendemain matin, sa première question fut « La petite. Elle est en vie ?» Le médecin hésita, puis hocha la tête. « Oui. Elle est stable. Elle a survécu. » Un frisson le traversa. Pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'il comprenait, au plus profond de lui-même,
qu'il devait tout à cet enfant inconnu. Il insista pour rester à l'hôpital tant qu'elle ne serait pas réveillée. Il refusa la presse. Refusa son équipe. Refusa même de signer le contrat prévu la veille. Il voulait savoir qui était Maya. Quand les journalistes parvinrent à le joindre malgré tout, Richard accepta une conférence de presse exceptionnelle, tenue dans le hall de l'hôpital. En costume d'hôpital, maigri, le visage marqué mais le regard ferme, il s'adressa à la nation. « Je suis vivant aujourd'hui grâce à une enfant des rues. Maya Johnson. 11 ans. Elle n'a pas d'adresse, pas de parents, pas de ressources. Mais elle a plus de courage et de dignité que n'importe lequel d'entre nous. Pendant que d'autres me trahissaient, elle, sans me connaître, a risqué sa vie pour me sauver. C'est elle la véritable héroïne. C'est elle qui mérite d'être entendue. » Ces paroles, retransmises en direct sur les grandes chaînes, provoquèrent une onde de choc dans tout le pays. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. L'image d'un milliardaire brisé parlant avec émotion d'une petite fille des rues bouleversa l'opinion publique. Dans les jours qui suivirent, une enquête fédérale fut ouverte. Les autorités fouillèrent le canyon, retrouvant les traces de l'explosion, des fragments d'armes, et surtout, le vieux téléphone bricolé par Maya. Malgré son état rudimentaire, il contenait un enregistrement audio clair. On y entendait 2 hommes parler, juste avant l'attaque, dans une ruelle. « Tu es sûr qu'il sera seul ? » ? « Oui, Victor veut que ce soit propre. » Pas de témoins. Pas de retour possible. Ces voix furent identifiées. L'une appartenait à un mercenaire déjà recherché pour d'autres crimes. L'autre était celle de Victor Kessler. Avec ces preuves, le FBI lança une opération éclair. Kessler, qui tentait de fuir le pays via un jet privé affrété depuis un aéroport secondaire, fut arrêté à l'aube, menottes au poignet, visage figé. L'accusation, tentative d'assassinat prémédité, complot criminel, usage de mercenaires armés. Les preuves étaient irréfutables. Pendant ce temps, Maya dormait encore. Mais dans toute la ville, son nom commençait déjà à circuler. L'enfant qui a sauvé le géant. Maya la courageuse. La voix des invisibles. Et Richard, assis à son chevet chaque jour, lui parlait doucement. Comme à une fille qu'on aurait oubliée, mais qu'on refuse désormais de perdre. Après plusieurs jours de soins intensifs, Maya ouvrit les yeux dans une chambre d'hôpital baignée de lumière. Des fils étaient branchés à ses bras, et un moniteur cardiaque clignotait doucement à son chevet. Elle sentit d'abord le silence, puis la présence. Richard Ellington était là, assis à ses côtés, tenant sa petite main dans la sienne. « Tu es en sécurité maintenant, Maya. Et tu ne seras plus jamais seule. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas encore les mots. Mais elle serra sa main. Et ce simple geste fut plus fort qu'un discours. Après des semaines d'hospitalisation, Maya fut transférée temporairement dans un foyer d'accueil pour mineurs sans tuteur légal. Les services sociaux, prudents, soulignaient qu'il fallait suivre la procédure. Pourtant, quelques jours seulement après son transfert, une annonce inattendue bouleversa les fonctionnaires. Richard Ellington avait déposé une demande officielle d'adoption. Les médias s'emparèrent immédiatement de l'affaire. L'homme le plus puissant de Californie demande à adopter l'enfant des rues qu'il a sauvé. Les sceptiques, nombreux, pensaient à un coup de communication, à une stratégie d'image. Mais ceux qui connaissaient Richard savaient qu'il n'était plus le même. L'homme froid et distant avait changé. Radicalement. Lors d'un entretien confidentiel avec le juge des affaires familiales, il déclara simplement. « Elle m'a sauvé la vie. Pas seulement physiquement. Elle m'a ouvert un monde que j'avais oublié. Maintenant, c'est à mon tour de lui offrir la sienne. » Les procédures, exceptionnellement, furent accélérées. Les psychologues et travailleurs sociaux furent impressionnés par le lien puissant qui unissait Maya et Richard. Il ne s'agissait pas d'un sauvetage unilatéral. Ils s'étaient choisis. Quelques semaines plus tard, devant un tribunal rempli d'émotions, la juge proclama. Maya Johnson est désormais Maya Ellington. Les journaux titrèrent à la une. Une enfant des rues sauve un milliardaire, conte de fées modernes à Los Angeles. Elle n'avait rien. Il avait tout. Ensemble, ils ont trouvé ce qui leur manquait.
Sur les plateaux télé, les experts débattaient. Dans les écoles, on racontait leur histoire comme une parabole. Et dans les rues de Ella, des enfants des foyers regardaient Maya comme une héroïne qui leur ressemblait. 1 an plus tard, Maya vivait dans une maison remplie de rire, avec un chien, une balançoire dans le jardin, une bibliothèque pleine de livres, et un piano à queue qu'elle adorait. Elle apprenait vite. Lisait avec passion. Composait ses premières mélodies. Mais surtout, elle n'oubliait rien. Elle passait parfois des heures le soir, les yeux levés vers les étoiles, repensant à ces nuits froides dans la rue. À l'odeur des poubelles. Au silence. Et aux autres enfants encore là-bas. C'est un soir, alors qu'elle partageait un chocolat chaud avec Richard, qu'elle posa doucement sa tasse et dit. Il y en a d'autres. Ils sont toujours là-bas. On ne peut pas faire comme si j'étais la seule. Richard la regarda en silence, la gorge nouée. Elle avait raison. Et elle venait de lui offrir une nouvelle mission. Avec les ressources de Richard et la vision de Maya, naquit le Maya Foundation, une organisation ambitieuse, résolument tournée vers l'action directe. Des foyers chaleureux, pas des dortoirs impersonnels, mais des lieux de vie réels avec des éducateurs formés à la bienveillance et à la résilience. Des écoles mobiles, installées dans des bus transformés en classes itinérantes, pour aller là où les enfants sont vraiment, pas où on pense qu'ils devraient être. Un programme de mentorat, où d'anciens jeunes de la rue devenus adultes encadraient les nouveaux venus, offrant exemple, espoir et stabilité. Un pôle d'accompagnement psychologique, pour aider à panser les blessures invisibles. Très vite, la fondation devint un modèle. Des délégations étrangères vinrent observer le concept. Des célébrités offrirent leur soutien. Mais Maya restait humble. Elle disait souvent. Je ne suis pas un miracle. Je suis juste ce que des milliers d'enfants pourraient devenir, si on leur laissait une chance. De son côté, Richard Ellington ne retourna jamais totalement au monde d'avant. Il conserva une position stratégique dans son groupe, mais délégua la majorité des décisions. Il refusa les panels d'investissement froids, et préférait visiter les centres de la fondation, assis sur les marches à discuter avec les enfants. Lorsqu'on l'invitait à parler dans des universités, des forums économiques, des sommets internationaux, il répétait toujours la même phrase. Je croyais que j'étais un homme puissant. Mais la véritable force, c'est une enfant qui m'a protégée avec son cœur. Grâce à Maya, j'ai découvert ce que signifie réellement vivre. Ce n'était pas un slogan. C'était son témoignage. Sa vérité. 2 ans plus tard, la salle était somptueuse. Les lustres de cristal projetaient une lumière douce sur les tables nappées de blanc. L'événement se tenait dans le grand auditorium du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. C'était la soirée annuelle de levée de fonds pour The Maya Foundation, devenue en seulement 2 ans une des initiatives les plus respectées dans le pays en matière de réinsertion pour jeunes sans-abri. Des centaines d'invités de marque étaient présents, dirigeants d'entreprises, philanthropes, stars de cinéma, sénateurs. Tous réunis, ce soir-là, non pour se montrer, mais pour écouter. La musique s'éteignit. La lumière se tamisa. Un projecteur unique se posa sur la scène. Et Maya Ellington, désormais âgée de 13 ans, entra en silence. Elle portait une robe bleu nuit, simple mais élégante, offerte par une ancienne résidente de la fondation devenue styliste. Ses cheveux étaient tirés en arrière, laissant apparaître son visage calme, ses yeux brillants d'assurance douce et d'une maturité qui dépassait son âge. Elle s'avança vers le micro. Derrière elle, un écran affichait une photo d'elle 2 ans plus tôt, sale, fatiguée, les yeux perdus dans les rues de Los Angeles. Un murmure traversa la salle. Elle prit une grande inspiration. Puis, d'une voix claire, posée, elle parla. Je n'ai pas de titre. Je ne suis ni docteur, ni artiste, ni présidente. Je suis juste Maya. Une enfant des rues. Une enfant oubliée. Il y a 2 ans, j'avais faim. Je dormais par terre. J'avais peur, de tout. Peur des gens, peur de l'indifférence. Peur de disparaître sans que personne ne le remarque. Puis un jour, j'ai entendu un mot. Un nom. Un danger. Et sans réfléchir, j'ai agi. Pas parce que j'étais courageuse. Mais parce que j'avais encore quelque chose que la rue n'avait pas tué, mon cœur.
Ce soir-là, j'ai sauvé un homme. Et lui, en retour, m'a sauvé. Ensemble, on a décidé que mon histoire ne devait pas être unique. Elle s'interrompit. Son regard balaya la salle. Les flashs des caméras étaient éteints. Le silence était total. Les visages, tendus d'émotion. Je ne suis pas une héroïne. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai juste suivi mon instinct. J'ai vu un danger, et j'ai choisi d'aimer au lieu de fuir. Mais si moi, une petite fille des rues, sans toit, sans avenir, j'ai pu changer la vie d'un homme, alors imaginez ce que nous pourrions faire, tous ensemble. Imaginez si chaque enfant abandonné trouvait une main. Une oreille. Un regard. Imaginez si chaque homme puissant écoutait un enfant. Imaginez un monde où personne ne devient invisible. Elle marqua un silence. Un long silence. Une larme coula doucement sur sa joue, qu'elle n'essuya pas. Puis elle ajouta, plus doucement. Je ne veux pas être l'exception. Je veux être le début. Dans la salle, des larmes coulèrent. On entendit des reniflements discrets. Même les plus endurcis des magnats, des politiques, des hommes et femmes habitués à l'autorité, furent profondément touchés. Richard Ellington, assis au premier rang, avait la tête baissée, les yeux humides. Il n'applaudit pas. Pas tout de suite. Il la regardait, comme on regarde le lever du soleil après une longue nuit. Puis la salle entière se leva. Une ovation debout, spontanée, massive. Aucun mot. Juste le fracas sincère de milliers de mains qui frappent pour dire « merci ». Ce ne fut pas seulement un gala de charité. Ce fut un appel. Un basculement. Les promesses de dons explosèrent. De nouvelles villes contactèrent la fondation. Des écoles demandèrent à recevoir le témoignage de Maya. Des dizaines de jeunes, depuis les centres, envoyèrent des lettres. Moi aussi, je veux être le début. Et quand Maya quitta la scène, discrètement, sans chercher la gloire, elle souriait. Un sourire discret, celui de quelqu'un qui sait qu'il a planté une graine, et qu'elle grandira bien au-delà de ce qu'il pourra jamais voir.